Vous nous avez conviés, Patrick Boucheron, donc, à réfléchir à la question de l'expérience politique originale que pratiquèrent les villes italiennes de la fin du Moyen-Âge lorsqu'elles se donnèrent plus ou moins librement un seigneur qu'elles placèrent dans un premier temps au cœur du système politique et institutionnel de la commune, ce système qui a retenu votre attention lors des séances précédentes du séminaire. Cette expérience, et vous le rappeliez lors de votre séance introductive, s'entend dans le double sens, d'une part d'une expérimentation, de formes testées à un moment donné, avec une longévité plus ou moins grande, et d'autre part de savoir et de pratiques accumulées d'une longue expérience donc de la décision en commun du destin politique. Sous une forme ou sous une autre, l'on estime qu'à la fin du Moyen-Âge, ces expériences seigneuriales avaient concerné environ 80% des villes de tradition communale de l'Italie du centre et du nord. Dans l'État pontifical, qui retiendra surtout mon attention, c'est la quasi-totalité des villes de plus de 5000 habitants qui fut concernée. La recherche récente, que vous évoquiez tout à l'heure, en particulier la grande enquête collective conduite par Andrea Zordi et Jean-Claude Mervigueur à la fin des années 2000, a permis de mieux saisir ces pratiques de gouvernement dans leur plasticité et dans leur hétérogénéité, bien loin donc de l'antagonisme théorique commune-seigneurie, gouvernement collectif, gouvernement individuel, qui fut construit dès la fin du Moyen-Âge, dès que les seigneuries se firent menaçantes envers leurs voisins. J'ai choisi de porter mon attention sur de petites seigneuries du centre de l'Italie, d'abord parce qu'elles sont un peu moins connues, et ensuite parce qu'elles constituent un terrain fertile pour l'observation de la façon dont une domination seigneuriale, à la fois familiale et personnelle, s'exerça au sein du système communal. La seigneurie dépendait de ce système, tant pour sa légitimité, le seigneur posséda longtemps un titre ou une magistrature qui faisait de lui le chef de la commune, que pour son gouvernement, car le seigneur s'appuyait sur les structures administratives et le personnel de la commune. Les trois seigneuries que j'évoquerai le plus souvent devant vous en ce début d'après-midi appartenaient à l'État pontifical. Ce sont celles, voisines et alliées, des Trinci, dans la petite ville de Foligno, aujourd'hui en Ombrie, alors dans le duché de Spolète, et celles des Chiavelli à Fabriano et des Davarano à Camerino, deux villes charmantes aujourd'hui des Marches, qui se trouvaient alors dans la Marche d'Ancône. Cette localisation appelle une première remarque. Ces trois régimes étaient donc placés sous l'autorité du pape, qui constituait un troisième acteur dans l'exercice du pouvoir que nous aborderons. Autour des années 1370-1380, avec la fin de la période avignonnaise et le début du grand schisme, les équilibres politiques locaux furent modifiés. Dans ces régions, de puissantes familles tiraient profit d'une situation qui ne travailla pas cependant seulement en leur faveur. Elles établirent des constructions politiques irréductibles aux régimes communaux précédents, ce que je propose d'examiner en trois différentes séquences. La première est celle du discours de légitimation que les seigneuries déployèrent en réélaborant un discours commun, un discours connu, partagé et constitué en partie par la commune. Ensuite, la mise en œuvre de ce discours à travers le fonctionnement des institutions collégiales qui façonnaient un consentement par la délibération, et ce, selon une pratique communale ancienne. Enfin, un terrain particulier de la gestion commune et délibérée de la ville, sous la domination seigneuriale, celui de la sécurité et de la défense extérieure. La pensée politique de la fin du Moyen-Âge accorda une place centrale aux vertus des dirigeants. S'interrogeant sur les qualités nécessaires que devait posséder un gouvernant, qu'il soit individuel ou collectif, pour promouvoir la paix et le bien commun, cette pensée souligna que les vertus cardinales, force, prudence, tempérance et justice, étaient la fondation de l'action des hommes auxquels était échue la responsabilité de diriger une communauté. Ces vertus se devaient d'être complétées par les vertus théologales, foi, espérance et charité. Selon une hiérarchie qui allait du terrestre et de l'actif vers le céleste et le contemplatif, l'humanité pouvait ainsi progresser sous la houlette de bons pasteurs vers l'idéal inspiré par Dieu. Les auteurs des traités sur les vertus ou sur le gouvernement, tel Gilles de Rome, s'accordaient pour dire qu'un gouvernement ne pouvait être vertueux que s'il était inspiré par les vertus chrétiennes. En Italie, la pastorale des ordres mendiants recourut abondamment au thème des vices et des vertus, et les représentations en images de ces dernières se multiplièrent dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Elles devinrent, à partir du XIVe, et je cite ici l'historien de l'art Bertrand Connet, des éléments incontournables de l'univers visuel et intellectuel, aussi bien des laïcs que des clercs. On trouvait ces représentations dans les demeures particulières, mais aussi dans les lieux de culte, les édifices du pouvoir ou les monuments funéraires. Dans la continuité de la pensée politique tout juste et à peine esquissée,
Ces allégories, peintes ou sculptées, furent abondamment reprises dans la propagande des régimes communaux. À Sienne, elles furent un des piliers du programme de décoration de la fontaine Gaïa, confié en 1409 à Jacopo della Quercia. Vous voyez ici la fontaine dans l'état où elle se trouvait au milieu du XIXe siècle, donc elle est considérablement endommagée, et elle a été en fait reconstruite ou restaurée avec des copies qui remplacent les sculptures anciennes, copies qui sont dues à Tito Sarocchi et qui ont été exécutées à la fin des années 1860. Cette fontaine, donc établie sur le Campo, le cœur de l'espace civique, fut refaçonnée, ornée de statues et de bas-reliefs représentant notamment la Vierge à l'enfant, la sagesse, les vertus, ici la prudence, et des scènes de la Genèse. Les autorités siennoises désirèrent ainsi contribuer à la célébration de l'autonomie communale retrouvée quelques années auparavant. De cette pensée politico-religieuse complexe, dense, qui brassait des traditions nombreuses et qui se déclinait en d'innombrables variations, je ne donne ici qu'un aperçu bien pauvre. Si je procède à une telle simplification, ce n'est que pour mettre en exergue un socle commun, un lieu commun, au sens tout à la fois d'un espace partagé du politique et de références faiblement caractérisées, adaptables à bien des situations. Loin de se démarquer du système communal dans et par ses discours, la domination des familles seigneuriales reposait sur une adhésion affichée au principe du bon gouvernement que l'idéologie de la commune populaire avait contribué à formuler au plus près des citoyens. Le pouvoir seigneurial se construisit à travers, donc, la revendication des valeurs consensuelles, telles que la justice, la concorde, la prospérité et la paix. Ces valeurs qui étaient le marqueur de l'horizon politique vers lequel la commune du Popolo prétendait avancer sous la conduite de magistrats animés, outre les vertus, par la sagesse. Une sagesse fréquentée grâce à la maîtrise des arts libéraux, une sagesse élaborée et diffusée par la parole publique. La recherche du consentement au pouvoir passait donc par la promotion de ces thèmes qui s'associaient dans l'entrelac des strates du discours liées au gouvernement seigneurial. Ces strates étaient au nombre de 3, je les évoque brièvement. La première était celle donc des gouvernements communaux qui continuèrent à se prévaloir de ces valeurs alors même qu'ils étaient placés sous la direction du seigneur. Les invocations des statuts de la commune, dont la compilation et la mise à jour se poursuivirent sous la tutelle d'un dominus, en fournirent de nombreux exemples. La deuxième strate est celle de l'entourage seigneurial qui vantait les qualités du maître, et ce, dans la plus simple documentation notariée évoquant le seigneur, comme dans les traités de gouvernement offerts à l'homme fort, notamment dans ce petit traité du De Institutione Regiminis Dignitatum, qui fut dédié au tournant des Tre e Quattrocento, au jeune seigneur de Fabriano, Battista Chiavelli, par un humaniste, Giovanni Tinto Vicini. L'une des formes les plus explicites du discours pro-seigneurial fut sans doute la poésie courtisane, dont les différentes expressions s'épanouissaient à la charnière des XIVe et des XVe siècles, et ce jusque dans les seigneuries de seconde importance, voire de troisième rang. En voici un exemple que je tire de la Legenda di San Feliciano, écrite au début du XVe siècle par Pierangelo Bucciolini. Cette légende de Saint-Félicien est un récit écrit en vers et en vernaculaire de la vie de Saint-Félicien, donc, qui est le saint patron de la cité de Foligno. Son auteur le clôtura en dressant une liste de portraits élogieux de la famille seigneuriale qui contrôlait alors la cité. Ugolino III Trinci, son chef, fut évoqué en ces termes que je soumets à votre attention dans une version traduite. Il a revêtu, Ugolino Trinci, donc, les 7 arts libéraux. À Jupiter, il a emprunté toute sa puissance. Il s'est épris des 4 vertus cardinales, et à Mercure, il a emprunté l'éloquence. Ses ailes battent pour tout à chacun, il est le compagnon de la suprême sagesse. Il dépasse Alexandre en majesté. Au-dessus de César, il s'élève par sa magnanimité. J'ignore si la seigneurie des Trinci se voulut, elle aussi, une seigneurie jupitérienne. Au-delà du caractère nettement décomplexé de l'éloge, il faut noter que la typologie de la plupart des vertus attribuées au Seigneur ne se distinguait guère de celles utilisées par les gouvernements communaux. La différence, pourtant, n'en est pas moins de taille, dès lors que ces vertus sont naturalisées, muées en des qualités personnelles, individuelles, propres au Seigneur et à sa famille, et qu'elles ne sont plus des caractéristiques d'un groupe social oligarchique dominant, comme c'était le cas sous la Commune.
La troisième strate du discours que j'évoquais, liée au gouvernement seigneurial, se développa dans l'État pontifical à travers la chancellerie du pape. La papauté pouvait déléguer en effet localement son autorité en certaines matières à des vicaires temporels. Elle le fit d'abord pour des durées courtes et des espaces restreints, se réservant le droit de réviser les modalités de la concession au gré de chacun des renouvellements. Lors des graves crises, comme celle du schisme, où des obédiences rivales cherchaient à tout prix des soutiens locaux, les concessions devinrent de plus en plus favorables aux vicaires qui jouirent un temps d'une autonomie élargie. Une telle délégation était supposée, dans le discours, reposer sur les qualités morales des bénéficiaires et non, comme c'était en réalité le cas, sur des rapports de force changeants issus des évolutions politiques locales. Les formulaires utilisés dans les bulles de concession reflétaient donc les préoccupations du pontife régnant, il connaissait en ce sens des variations, mais ils reprenaient en même temps des notions communes, d'un bénéficiaire à l'autre, avec parfois plusieurs décennies d'intervalle, entre la fin des années 1360 et les années 1400-1420, des formules revenaient au sujet des vicaires de la Marche d'Ancône et du duché de Spolète, qu'ils aient été nommés par Urbain V, Boniface IX, Grégoire XII ou Martin V. Elles répétaient, à l'envi, que pour gouverner ces terres, l'Église choisissait des hommes remarquables par leur foi, prévoyants, expérimentés, prudents, des hommes qui œuvraient pour la paix, la concorde et la justice. La reprise de ces formules dans le temps assurait la stabilité de l'image du vicaire, dont les qualités n'étaient somme toute que celles de tout bon gouvernant conforme aux idéaux du temps. Les thèmes du bon régimen, développés par chacune de ces strates de discours, offraient donc des convergences. La figure idéale du vicaire pontifical se superposait à celle du dirigeant qu'avait façonné la commune et à laquelle le type du bon seigneur venait à son tour s'agencer. Aucun de ces modèles ne se substituait à l'autre, mais ils se rapprochaient sur un terrain commun où se déploya la propagande seigneuriale. Une même référence pouvait, selon l'auditoire, se teinter de connotations différentes. Elle pouvait évoquer, convoquer même, simultanément, d'une part, la mémoire fondatrice de la commune et de ses valeurs, avec ses pratiques, une commune dont le seigneur était devenu la tête, et d'autre part, le présent d'un gouvernement devenu fortement personnalisé et d'un pouvoir devenu héréditaire. Je prends de nouveau un exemple figuré. Au début des années 1410, Ugolino Trinci fit orner de fresques somptueuses les murs de ses demeures urbaines. L'une des plus grandes salles reçut un décor associant les allégories monumentales des arts libéraux et de la philosophie à celles des dieux antiques, évoquant le passage du temps et le mouvement des astres. Sans entrer dans la lecture d'un programme qui faisait de la sagesse du dirigeant une condition de la maîtrise du temps et partant de l'action publique, il faut noter que les figures féminines des arts, la grammaire, l'arithmétique, sont des reprises de celles sculptées en bas-relief sur l'un des monuments les plus caractéristiques de la propagande communale populaire, c'est encore une fontaine, la fontaine majeure de Pérouse, qui fut achevée en 1278 et que l'on voit ici sur cette carte postale ancienne, à côté du palais des prieurs, donc elle forme un complexe politique à la gloire de la commune populaire en associant le siège des pouvoirs et la fontaine qui chante les vertus des gouvernants communaux. La référence à Pérouse était une référence claire et délibérée envers cette grande ville voisine, sœur ennemie dans la province. Il n'y a pas là seulement une appropriation ou une dispute pour un thème iconographique. Les arts libéraux de Pérouse n'étaient pas un trophée que le seigneur ait rapporté en son palais. Le déplacement de l'extérieur de la place publique où se trouvait la fontaine vers l'intérieur de la demeure du seigneur valait bien sûr, et vous me le fîtes remarquer, Patrick Boucheron, resémantisation. La mémoire de l'idéologie populaire, pourtant, ne se perdait pas dans ce transfert. Avec son idéal d'un destin assumé collectivement, sous la conduite de dirigeants vertueux, elle était l'arrière-plan de la scène où se mouvait le seigneur. Celui-ci était capable de jouer de cet arrière-plan pour s'en approcher et en paraître le continuateur, ou s'en écarter et justifier un pouvoir devenu exorbitant. Les Trinci possédaient encore une loggia dans le complexe même des palais communaux, dont leurs propres résidences furent un prolongement. Face à la place publique sur laquelle cette loggia s'ouvrait, surmontant la devise des Trinci, vous voyez ici dans la partie inférieure, le bandeau bas avec le FA dans le cercle, ici en détail, des allégories
en buste, des vertus cardinales furent peintes. Ici, la prudence. À l'intérieur de la loggia, on retrouvait les vertus théologales en trône entourant une allégorie de la Concorde. Je souhaite proposer, en une seconde étape de notre parcours, un aperçu de la façon dont l'idéologie du bon gouvernement fut mise en œuvre par les seigneurs qui s'en revendiquaient. Ils jouèrent un rôle central dans le fonctionnement des institutions communales, dont ils étaient les garants, et grâce auxquelles, par la participation des citoyens, ils entretenaient au jour le jour un consensus à leur domination. Le système politique, administratif, technique de la commune, robuste, était utile aux seigneurs. Il présentait assez de souplesse pour qu'un pouvoir personnel s'y installât, sans que sa structure s'en trouvât modifiée. Le pouvoir personnel n'était pas étranger aux communes. Sous le contrôle des organes collégiaux de la commune, pour des durées plus ou moins longues, des prérogatives étendues avaient été de longue date et régulièrement confiées à un seul homme. Le podestat, puis, dès la seconde moitié du XIIIe et tout au long du XIVe siècle, les magistratures suprêmes du popolo, comme le gonfalonier de justice. De nombreuses communes se placèrent encore, un temps, sous la protection d'une puissance extérieure, telle Florence sous les Angevins, dans les premières décennies du Trecento. Le seigneur utilisa cette plasticité, même si, en bien des lieux, dès la première moitié du XIVe siècle, il prit un tournant autoritaire. Le seigneur entretient les ambivalences et les tensions internes du système. Il établit avec sa famille une domination encastrée dans la commune, sans qu'il y eût de destin inéluctable de cette dernière dans cette direction, et sans qu'il y eût non plus, par la suite, de marche nécessaire de ces formes seigneuriales vers le principat. Comment l'idéologie de la paix et de la concorde civile, de la sagesse née de la délibération, fut-elle concrétisée? Ce fut à travers le fonctionnement des institutions anciennes, dont la logique qui les avait sous-tendues fut faussée. Il y avait là une nécessité pour le seigneur et non une manipulation planifiée sur le long terme. Ces institutions faisaient exister la communauté en tant que corps civique et politique dont le seigneur n'était que la tête, le chef. Il ne pouvait prétendre l'incarner seul. La ville et la commune conservaient leurs droits et leurs privilèges collectifs, ainsi que leur personnalité juridique. Elles disposaient de représentants qui agissaient en leur nom. Dans les années 1410-1420, quand les membres de la famille seigneuriale jouissaient d'un pouvoir étendu, les communes de Camerino et de Fabriano disposaient de leur propre syndic auprès du pape et du recteur de la Marche d'Ancône. Il ne fait guère de doute que le dominus soit intervenu dans le choix des différents envoyés. Auprès du pouvoir supérieur, celui du pape, pourtant, la communauté n'en était pas moins représentée par les institutions communales. Ce trait, qui perdura parfois dans un Quattrocento avancé, était apparu dès le siècle précédent. Dans le second tiers du XIVe siècle, Cortone était intégré à la sphère d'influence de Pérouse. Un syndic de Cortone portait chaque année à Pérouse une offrande de cire en signe de soumission. Le rituel existait ailleurs et Sienne manifestait de même sa suprématie envers les villes qu'elle dominait alentour ou les villages du Contado. À Cortone, donc, qu'a étudié Lorenzo Tanzini, le conseil de la commune désignait le syndic en accord avec le seigneur de la cité, Bartolomeo Casali. L'équilibre entre les institutions communales, où agissaient de très nombreux citoyens et le seigneur, avait beau être faussé, il était entretenu. Le fonctionnement des institutions manifestait donc, à travers les mots et les gestes ritualisés, que l'équilibre était préservé. Les statuts urbains, lorsqu'ils prévoyaient le mode de désignation des magistrats et des officiers, les reformands, ces registres dans lesquels les délibérations et la tenue des conseils étaient enregistrés, où était consignée l'élection puis l'investiture des dirigeants, toute cette documentation élaborait au fil de ces pages une représentation de la vie publique dans laquelle agissaient conjointement les agents de la commune et, parmi eux et devant eux, le seigneur. La documentation de Foligno éclaire certaines de ces solennités. Les prieurs du popolo, les magistrats, auxquels il revenait collégialement de prendre les décisions les plus importantes, étaient renouvelés tous les 2 mois au cours des années 1420. Tous les 2 mois, donc, la cérémonie signalait la présence de la famille seigneuriale au cœur du gouvernement urbain. Le chancelier de la commune, qui en rédigeait chaque fois le compte-rendu, façonnait la mémoire de l'événement, si souvent répété. Le coffre, qui contenait le nom des hommes éligibles, était apporté, je cite, au mandement des seigneurs prieurs et au mandement d'Ugone, fils du magnifique seigneur Corrado Trinci. Le garçonnet de Corrado III procédait au tirage, à l'extractio, dont les résultats étaient ensuite proclamés par le chancelier avant que celui-ci reçût le serment des nouveaux prieurs, au nom du seigneur et au nom de la commune. Les reformands et folignates des années 1420 proposaient du rituel,
un aperçu différent de celui qui était prévu dans les statuts du peuple, qui avaient été compilés 80 ans plus tôt, pour leur plus grande part, et qui étaient encore en vigueur dans leur majorité. Telle qu'elle était écrite dans le corpus normatif, la procédure prévoyait qu'un collège électoral, tiré au sort, établit la liste des candidats au priorat. Ce collège était renforcé par les prieurs en exercice et le gonfalonier de justice. Cette charge suprême de la commune populaire revenait de droit à Foligno, à Intrinchy, depuis le milieu du XIVe siècle. Le conseil de la commune devait ensuite élire les nouveaux magistrats à partir de cette liste, au scrutin secret. Comme dans la Florence des Albizzi, les listes préétablies, d'où le nom des prieurs était extrait dans les années 1420, permirent sans doute aucun que les hautes responsabilités publiques échussent aux fidèles du pouvoir en place. Ainsi que l'a souligné Ilaria Taddei, le processus n'en permettait pas moins de préserver un équilibre entre deux principes fondateurs du gouvernement de la commune. Le premier principe était celui de l'expertise et les vertus, identifiées grâce à la cooptation et à la désignation. Le second principe était l'impartialité de l'institution et la neutralité des charges, qui étaient garanties par l'extractio, par le tirage au sort. Dans un même rituel, combiner les deux principes du gouvernement communal. Les Trinchy ne devaient pas rester étrangers au hasard, auquel on avait confié le soin de désigner qui devait diriger. Les statuts du Popolo disposaient que 2 garçons effectuassent le tirage au sort. Les comptes rendus du chancelier, dans les années 1420, mentionnaient dans ce rôle le fils du seigneur. Comme ceux qui l'avaient précédé à Foligno, comme le ballottino de l'élection du doge à Venise, le jeune Hugonet Trinchy incarnait l'innocence. Il était aussi, sans ambiguïté, le représentant de son père. Sa main était celle que sa famille avait posée sur le pouvoir. Il y avait là le réinvestissement d'un rituel dont les significations furent conservées pour être enrichi d'un nouvel élément qui désaxait le sens général de la cérémonie en direction du Seigneur. Le conseil de la commune avait de multiples prérogatives. Choisir les magistrats n'était que l'une d'elles. Il établissait des normes, se prononçait sur certains crimes, contribuait à définir la diplomatie, la fiscalité, rendait des avis sur des affaires intérieures. Il était le lieu où la politique était débattue de façon ouverte et encadrée, et où l'identité civique se redéfinissait. Si tout écrit est la réélaboration d'une réalité sociale et politique fuyante, plus radicalement, les livres de Riformanze se donnaient pour tâche, par la mise en registre, de reformer, de mettre en forme, riformare, l'action publique. Par l'écriture des débats, il donnait à cette action un nouveau sens, un sens marqué du sceau de la concorde qui valorisait le rôle des institutions communales. Au XIVe siècle, des comités techniques restreints se multiplièrent dans les communes. De plus en plus, les décisions y étaient prises sous couvert de l'expertise, au détriment des assemblées étendues. Accompagnant ce mouvement, l'accentuant même ici ou là, les régimes seigneuriaux ne retranchèrent cependant pas du dispositif les organes collégiaux où s'élaborait le consentement au pouvoir. Ils trouvaient en eux une source de légitimité à laquelle ils puisaient du fait de leur présence visible et régulière. En 1327, à Ravenne, il fut établi qu'en l'absence du seigneur Ostasio da Polenta ou de ses fils, les réunions du conseil de la commune n'auraient aucune validité. Dans de telles conditions, il n'est guère surprenant que les seigneurs se soient préoccupés de la composition des assemblées et des instances délibératives. Placés au bon endroit dans l'appareil de décision, intervenant au bon moment, ces fidèles veillaient à ses intérêts. Pierangelo Bucciolini, mentionné précédemment pour son talent littéraire, était l'un d'eux. En 1428, il fut prieur du peuple à Foligno. Redevenu simple membre du Conseil l'année suivante, il prit la parole un 11 septembre dans un débat de politique extérieure. Sans rentrer dans le détail, je résume très brièvement son intervention. Il convient, dit-il, que rien ne soit entrepris en la matière qui n'ait l'assentiment du Seigneur. Les institutions communales étaient donc orientées par celui-ci, qui devait s'appuyer sur elles et n'attendait pas seulement qu'elles lui délégassent leur autorité. Les conseils étaient-ils pour autant de simples chambres d'enregistrement ? La rotation rapide des charges était supposée éviter leur contrôle direct, tout comme les effectifs de certaines assemblées. Plutôt que de réduire le système à un téléguidage seigneurial, mieux vaut sans doute penser à une convergence des vues et des intérêts entre le seigneur et l'élite oligarchique qui accédait aux hautes charges et dont le seigneur était issu. Les conseils prétendaient tisser la concorde entre les citoyens. En appliquant ces derniers dans l'élibération des politiques publiques, les conseils contribuaient à faire accepter les choix intéressant la collectivité. Les modifications du fonctionnement de l'appareil avaient dénaturé les logiques du pouvoir communal pour assurer l'hégémonie d'une seule famille, mais la suprématie seigneuriale, institutionnalisée, restait encastrée dans le système idéologique et gouvernemental de la commune.
Dans une troisième et dernière étape de ce cheminement, je propose d'observer le fonctionnement de ces rouages délibératifs dans un des domaines par excellence du commun, celui de la sécurité et de la protection de la communauté urbaine. La protection s'entend ici matériellement, c'est celle des corps, et spirituellement, c'est celle des âmes. De prime abord, la situation semble très claire. La défense militaire de la ville et de son territoire figurait parmi les premiers devoirs du Seigneur, du point de vue de la commune comme de celui du pape. Le pape confiait à ses vicaires au temporel la garde de populations entières, laissant à leur disposition pour ce faire d'importantes ressources fiscales. Les frais d'entretien des garnisons et des tours, des châteaux, des forteresses, incombaient au Seigneur, et si les revenus des terres concédées par le pape ne lui suffisaient pas, il devait pallier le manque sur ses propres fonds, car les bulles pontificales le soulignaient, le répétaient à l'envi, il lui était interdit de créer lui-même de nouveaux impôts pour cela. Localement, dans leur ville, le rôle de protecteur était de ceux que les seigneurs affectionnaient tout particulièrement. Les hommes d'armes et les places fortes dont ils disposaient étaient tout à la fois un moyen de pression pour assurer leur domination et un instrument de légitimation, au nom de la sécurité de tous, de leur hégémonie. Dès 1378, au lendemain du coup de main qui lui permit d'imposer durablement la domination de sa famille sur Fabriano, Guido Chiavelli apparut dans un texte d'une alliance conclue entre sa ville et Pérouse, je cite, comme le défenseur de la commune et du peuple. Il fut mentionné avec le même titre dans les statuts des corporations des métiers de Fabriano, qui furent réformés à plusieurs reprises dans les années 1380. La documentation citadine est trop lacunaire pour permettre une étude sérielle de ce type, mais le titre ne semble que peu réapparaître par la suite. L'observation vaut encore pour les Davarano. Il n'est pas impossible que les termes aient été délaissés une fois le vicariat in temporalibus assuré. La référence au vicariat pontifical put paraître se substituer avantageusement, plus chic, à une titulature d'un rang plus bas, dont la charge pontificale englobait par ailleurs les prérogatives. Cependant, les conseils de la commune intervenaient activement dans le processus de la politique extérieure et de défense. Foligno permet une nouvelle fois de l'observer. Un registre de comptes de l'année 1381, rare épave sauvegardée au milieu du naufrage des archives publiques médiévales de la ville, indique que de nombreuses interventions défensives furent prises en charge par la commune pour le contado, la campagne, comme pour la cité. Les magistrats firent par exemple l'acquisition d'une nouvelle bombarde avec son affût, ses boulets de pierre et les différents produits nécessaires à la fabrication de la poudre. Comme à l'accoutumée, ces paiements furent effectués par le camérier de la commune, Andrea Tutti, sur ordre du gonfalonier de justice, Corrado II Trinci, et des prieurs du peuple. La désignation conjointe des deux magistratures, comme donneur d'ordre ici, indique un partage des responsabilités dans le domaine budgétaire, à tout le moins pour l'exécution des dépenses. Pour autant, l'implication des prieurs commençait en amont, dès le moment de la prise de décision. Les Riformanze offrent plusieurs dossiers qui soulignent la prise en charge de la défense par les institutions communales, depuis les orientations stratégiques jusqu'au financement. J'en retiens deux que j'évoque brièvement, qui permettent de rentrer à l'intérieur du processus de décision et d'y préciser la répartition des rôles. En 1426, le duché de Spolète restait traversé par des armées de mercenaires. Les relations entre les Trinci et la papauté étaient instables après de très vives tensions dans les années précédentes. Le gouvernement de Foligno réexamina les défenses de la cité. Un problème épineux fut inscrit à l'ordre du jour du conseil de la commune par le vicaire de Corrado III. Le monastère voisin de Sassovivo, dans la campagne, avait été, dit-il, transformé en une place forte inexpugnable par son abbé, qui n'était autre qu'un cousin du seigneur Corrado. L'abbé inquiétait car il venait d'établir dans une tour fortifiée du monastère une garnison de mercenaires à sa solde. Il y avait urgence à conjurer ce que le vicaire du seigneur qualifia de très grand danger. L'affaire était des plus délicates, car le monastère jouissait des privilèges de l'ordre olivétain, ainsi que de la protection du pape. En outre, l'administration pontificale de la province portait un regard attentif à l'ensemble du dispositif des fortifications de la région. Pour compléter le tout, le monastère était placé sous le patronage direct de la famille des Trinci. En termes juridiques, diplomatiques et militaires, donc, une intervention immédiate contre Sassovivo était inenvisageable. Les conseillers examinèrent longuement l'éventail des actions possibles pour finalement décider d'envoyer auprès du pontife 3 orateurs choisis par les prieurs. Les émissaires revinrent et dirent avoir obtenu satisfaction. Un bref de Martin V fut adressé à Corrado III, vicaire pontifical au temporel pour Foligno, qui l'autorisait à abattre la tour incriminée. Un autre bref informait le légat pontifical à Pérouse de la décision et lui enjoignit de faire construire
à ses frais, de nouvelles défenses. De la saisine par le vicaire du seigneur à la prise de parole d'hommes dévoués dans les instances communales, l'influence de Corrado sur le déroulement de cette séquence ne fait, là encore, aucun doute. La question de la tour de Sassovivo était cependant du ressort des magistrats communaux, et sa solution devait passer par des délibérations collégiales qui engageaient autant la sécurité immédiate de la cité que les relations de la cité avec le pape. Le Seigneur ne décida pas seul, et les orateurs envoyés auprès du pontife pour cette affaire n'agirent pas en son seul nom. Une seconde question de sécurité militaire permet d'évoquer l'expérience du pouvoir urbain seigneurial dans le cadre communal. En 1426, la même année donc, toujours à Foligno, le Conseil des prieurs décida de faire construire une barbacane, une avant-porte, devant la grande porte est de la cité, sur l'axe stratégique de la Via Flaminia. Il voulut, je cite, « rendre les entrées et les sorties par cet accès plus sûrs et mieux protégés, à quelque période que ce soit ». Les archives permettent de suivre l'opération. Corrado Trinci prit en charge certains matériaux, le sable, la chaux, les étais. Les prieurs supportèrent le coût de la main-d'œuvre. Les communautés du contado se chargèrent, elles, du plus lourd, c'est-à-dire d'apporter les pierres. Les maîtres maçons qui conduisirent le chantier, des Lombards, conclurent le contrat d'engagement dans le palais de la commune, en l'absence de Corrado. Selon les termes des délibérations et selon les termes du contrat, les prieurs étaient à l'origine de l'entreprise. Ils étaient les seuls à contracter, en leur nom propre, au nom de la commune de Foligno. Formellement du moins, les prieurs du Popolo eurent l'initiative et la responsabilité de cet important chantier. Ils en assurèrent ensuite le suivi en élisant parmi les citoyens, pour contrôler l'avancée des travaux, 3 inspecteurs. 3, c'est-à-dire un représentant pour chacune des parties de la ville, qui n'est donc pas divisée en quartiers mais en tertiers. Et par cette nomination, par cette désignation d'un inspecteur par partie de la ville, il était montré, selon un processus courant, que la ville elle-même assurait sa sécurité. Je voudrais clore cette partie sur une autre forme de protection, celle-là spirituelle, à laquelle les seigneurs disaient œuvrer pour le salut commun. Après les tours et les murailles, voici donc les édifices du culte. Ils devaient dire à Dieu, puis aux hommes, la foi de leur fondateur et celle des hommes qui s'y rassemblaient en communion de prière. Le destin de chacun, sur la terre et dans le ciel, était indissociable du destin collectif. Dans la gestion civique du culte qu'avaient mis en place les villes d'Italie médiévale, un dialogue se nouait. La commune y exerçait ses prérogatives et le seigneur une part de sa prééminence. Lorsqu'il établit son testament en 1385, Giovanni di Berardo da Varano décida de fonder un oratoire, un lieu de prière perpétuelle pour le salut de son âme, que desserviraient 12 moines olivétains. Pour ce faire, il fit don de plusieurs maisons. Une vingtaine d'années plus tard, et après le décès du Seigneur, le résultat escompté n'était pas atteint. Les moines se plaignirent auprès de Rodolfo III, neveu, nouveau seigneur, successeur et exécuteur testamentaire du défunt. Le Seigneur saisit le conseil de la commune à plusieurs reprises en 1404 pour obtenir d'elle, je cite, des grâces spéciales qui devaient permettre la réalisation du projet initial. Les capitaines des arts se virent priés de mettre à la disposition des frères une portion de la voie publique, de part et d'autre de laquelle se trouvaient des terres et des maisons qui appartenaient aux frères. Ainsi, disaient les Olivétains, ils pourraient réorganiser leur monastère et bâtir une nouvelle église. Le Conseil décida, sans véritable surprise, à l'unanimité, de donner une suite favorable à la requête portée par le Seigneur pour, dit-il, faire œuvre de piété et agir pour l'honneur de toute la cité de Camerino, du seigneur Rodolfo et de son oncle, le seigneur Giovanni. Les magistrats des arts et du peuple n'étaient certes pas en mesure de s'opposer aux recommandations appuyées du Dominus, qui, avec ses fils, se voyait régulièrement reconduit dans la charge de vicaire apostolique au temporel en plusieurs lieux de la marche d'Ancône. La nouvelle rédaction des statuts urbains, composée en 1410, quelques années plus tard, allait désigner quant à elle le vieux seigneur comme gouverneur de la commune et du peuple. Au-delà de la suprématie seigneuriale qui est bien établie, ce que le registre de délibération de 1404 éclaire, c'est la reprise par les magistrats de la commune du discours seigneurial proclamant la convergence des intérêts de la ville avec ceux de la famille dominante, dans le domaine spirituel notamment. Le registre permet encore d'observer la position médiane du seigneur sur l'échiquier politique entre les institutions civiques et ecclésiastiques. Il était protecteur et solliciteur, il était intercesseur et donneur d'ordre. C'est dans cette pratique que s'exerçait, au double sens de l'entraînement et de la mise en œuvre, la domination. C'est dans ce recours à toutes les nuances de la gamme du pouvoir
et dans la mise en relation des acteurs constituant la société urbaine. Il est temps de conclure mon propos. Par opportunisme, par habileté, par résignation peut-être, et sans doute par nécessité, les seigneurs que nous avons évoqués s'inscrivirent dans la continuité de l'histoire et des pratiques politiques de leur ville. Ils procédèrent à des glissements idéologiques et institutionnels qui leur permirent d'ancrer leur domination dans un système communal bien établi. Celui-ci leur fournissait son expérience de gouvernement et d'administration, grâce à laquelle, dans la succession des réunions des instances collégiales, mais non sans tension, le consensus à la domination était recréé. Dans les régimes qui ont retenu notre attention, le seigneur participait donc à l'expérience renouvelée du vivre en communauté, dont la commune était une structure portante. Dire cela n'implique en rien une vision iréniste de la situation, une situation animée de tensions, de contraintes et de violences, dont Corrado III Trinci donna un des exemples les plus sanglants lorsqu'il réprima la conjuration qui avait coûté la vie à 2 de ses frères. Trinci, Chiavelli et Davarano furent d'ailleurs chassés dans les années 1430, au moment où les changements de politique de la papauté aggravèrent les fractures de société qui n'avaient ni par la peur ni par intérêt, qui n'avaient fait bloc, ni par la peur ni par intérêt derrière leur seigneur. Il n'y en eut pas moins, pendant plusieurs décennies, des expériences politiques originales, des expériences seigneuriales dans la commune. Leurs protagonistes seigneuriaux se légitimèrent, exercèrent leur pouvoir en jouant un rôle décisif dans la gestion des affaires communes, pour le bien de tous, prétendirent-ils, tout en faisant en sorte que cette gestion du commun restât pour une part assumée en commun. Il y a peut-être là, les 2 interventions suivantes nous aideront à progresser sur ce point, l'un des éléments permettant de comprendre l'étendue et le succès des expériences seigneuriales. Je vous remercie pour votre attention.